amis, nous allons démarrer si vous en êtes d'accord. Donc, bonjour à tous. Merci de vous être rejoints à nous ce matin pour cette nouvelle rencontre de l'Institut Thomas More, la 182e. Je me présente, je suis Jean-Thomas Le Sueur, le délégué général de l'Institut Thomas More, et je souhaitais vous dire rapidement quelques mots avant de céder la parole à Laurent Amelot, chercheur associé à l'Institut et qui mènera les échanges aujourd'hui. Ce que j'ai à vous dire ne prendra que quelques minutes. Excusez-moi. Voilà. D'abord, permettez-moi de commencer par remercier nos trois intervenants que Laurent vous présentera en détail dans un moment, Éric Frécon, Paul Touret et le commandant Hugues Deline. Merci à vous trois d'avoir accepté de nous éclairer ce matin sur l'un des enjeux géopolitiques et géoéconomiques les plus importants et les plus prégnants du moment, à savoir ce que nous avons appelé la sino-mondialisation maritime. Ce que je souhaitais vous dire en préambule de nos échanges, c'est que cette visioconférence s'inscrit dans le cadre d'un programme de travail qui nous occupe depuis le printemps et qui est piloté par Laurent Amelot, qui est, pour tout vous dire, en face de moi dans la même salle. Merci, cher Laurent. C'est ce matin notre troisième conférence, 3 sur 4. Puisque nous avons organisé en avril dernier une séance sur les capacités navales chinoises et en juillet une autre sur les revendications territoriales chinoises en mer de Chine. Alors pourquoi ce programme de travail sur l'Indo-Pacifique à l'épreuve des ambitions chinoises? Tout simplement parce que, compte tenu de l'importance prise par la zone ces dernières années, et à l'évident durcissement chinois, fait de démonstrations de force et de tentatives d'intimidation musclées, il nous est apparu indispensable et urgent de travailler sur cette question. Mais d'y travailler à notre manière, c'est-à-dire en ne nous contentant pas de décrire ce qui se passe, ce qui est nécessaire bien sûr, d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais en tâchant aussi d'élaborer une doctrine d'action, de répondre à la question la plus politique qui soit, je veux dire la célèbre question de Lénine, que faire ? Alors, que faire? C'est la question que nous allons nous poser ce matin, ou plus exactement que nous allons poser à nos trois orateurs, au sujet de la stratégie d'expansion maritime chinoise à travers les nouvelles routes maritimes de la soie pour le XXIe siècle. C'est le nom officiel de la stratégie maritime chinoise. Et c'est l'objet de la note que nous publions, signée par Laurent Amelot. Alors, je vous la montre à l'écran. La voici. Elle est toute nouvelle, hein, puisqu'on l'a publiée hier. Nous vous en avons donné l'accès en avant-première dès hier dans le mail que vous avez dû recevoir pour vous connecter ce matin. Et si elle vous intéresse, la note est disponible sur notre site en français et en anglais sur la page d'accueil. Enfin, je vous informe d'ores et déjà qu'après cette troisième thématique, donc, nous traiterons en janvier prochain, en janvier 2022, la délicate et sensible question de la politique chinoise de la France dans la perspective, naturellement, de l'élection présidentielle qui se profile désormais. Je ne peux donc que vous inviter à rester à l'écoute des initiatives que nous prendrons et dont nous vous informerons naturellement. Mais en attendant ce matin, attelons-nous à la problématique de l'Indo-Pacifique à l'épreuve des ambitions maritimes chinoises. Pour en parler, je passe la parole à Laurent Amelot et à ses trois intervenants que je remercie encore d'être avec nous ce matin. Cher Laurent, c'est à toi. Merci Jean-Thomas. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, donc je partage avec Jean-Thomas le plaisir de vous accueillir à l'occasion de ce troisième séminaire virtuel de notre programme Indo-Pacifique, donc consacré aujourd'hui à la sino-mondialisation sur mer. Le commerce maritime, à l'instar de l'économie numérique, est une composante critique de la puissance sur la scène internationale. Deng Xiaoping, en portant le regard de la Chine vers le large, l'a bien compris. Hu Jintao, en exposant officiellement les vulnérabilités chinoises sur mer via le dilemme de Malacca, incita la Chine à développer une grande puissance sur mer. Xi Jinping confirmera cet objectif et l'insérera dans un cadre beaucoup plus vaste, celui des rêves chinois, dont la composante la plus médiatique, l'initiative Silk Route, comprend une composante maritime, les nouvelles routes de la soie pour le XXIe siècle. Si ces dernières fixent le cadre des projections maritimes mondiales de la Chine via les Blue Economic Passage, elles nous rappellent surtout, d'une part, que la Chine est devenue en quelques années
un acteur dominant de l'économie maritime, et d'autre part, que l'expansion internationale des champions chinois du secteur, incitée par Hu Jintao et qualifiée à l'époque de stratégie du collier de perles, a connu un nouvel élan avec l'initiative Ceinture et Route. Ces entreprises sont devenues le porte-drapeau des ambitions chinoises sur mer. Elles développent des stratégies mondiales diversifiées, même si l'essentiel des opérations s'effectue sur un axe mer Méditerranée, mer de Chine, avec l'océan Indien comme centre. Sur cet océan, ces entreprises se dotent d'emprises qui constituent le socle d'un modèle sino-centré qui n'est pas sans rappeler celui mis en place par les Néerlandais entre le XVIIe et le XVIIIe siècle à travers leur compagnie des Indes orientales. Ces entreprises chinoises constituent un dense réseau d'actifs maritimes modernes et stratégiquement localisés. Elles servent les ambitions géopolitiques de Pékin et sont surtout susceptibles de dessiner une nouvelle géographie du transport maritime, susceptible de s'imposer à leurs partenaires commerciaux. Dès lors, ces manœuvres ouvrent-elles la voie à un nouveau chapitre de l'histoire de la domination de l'océan Indien par une puissance extérieure? La sino-mondialisation est-elle son nom et l'océan Indien son laboratoire? Par ailleurs, Pékin, en prenant le dépassement des frontières entre le civil et le militaire, incite-t-il à transformer ses emprises en des structures de soutien opérationnel permanentes de sa flotte de guerre? L'ouverture à Djibouti en 2017 d'une base logistique induit non plus de savoir quand, mais plutôt quels seront les contours du futur réseau naval chinois à l'étranger. Pour répondre ou pour proposer quelques pistes de réflexion sur ces questions, nous avons le plaisir de recevoir 3 intervenants de haut niveau. Tout d'abord, M. Paul Touré, docteur en géopolitique de l'Université de Paris 8, président de l'Institut supérieur d'économie maritime, l'ISEMAR, et spécialiste notamment du transport maritime. Le commandant, le capitaine de vaisseau Hugues Delin, docteur en histoire de l'école pratique de hautes études, chercheur associé à l'Institut Thomas More et spécialiste de la Chine maritime. Et M. Éric Frécon, docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris, visiting académique à l'Université de Brunei, associé instructeur à l'Université des sciences sociales de Singapour et notamment chercheur associé à l'ERASEC. M. Frécon est également spécialiste de la piraterie maritime et de l'Asie du Sud-Est. Donc, je laisse les paroles à nos 3 intervenants. Et tout d'abord, à M. Touré, que je laisse pendant 20 minutes nous évoquer les enjeux de l'économie maritime chinoise. Bonjour à tous. Oui. Merci bien pour cette introduction, de ma propre introduction. Alors, je suis modestement que le directeur, je serai PDG plus tard. Donc, je corrige un petit peu. J'essaye d'ouvrir mon PowerPoint et comme d'habitude, ça ne marche pas. Pourquoi? J'en sais rien. Pourtant, quand on fait partager l'écran, je ne vois pas mon... Ah, parce que c'est vous qui devez me partager l'écran. Et non pas... Non, vous devez m'autoriser à partager l'écran, je crois. Je n'arrive pas à voir mon PowerPoint. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas quoi faire. Dire à partir du début. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à le voir. C'est bizarre, mais... Vous n'avez pas vous connecté? Non, partager l'écran, ça y est, c'est bon, il vient d'apparaître. Ah, okay, très bien, parfait. Voilà, ok, c'est bon. Ok. Donc, je suis le directeur de l'ISEMAR. Alors, l'ISEMAR, on est un observatoire en économie maritime. On observe 3 choses. On observe la construction navale, donc on s'intéresse forcément à la puissance industrielle chinoise dans le secteur. On s'intéresse au transport maritime, donc on travaille à la fois sur les flux, donc les marchandises, et les compagnies maritimes. Donc, on suit depuis des années ce que fait COSCO, China Merchants
et les différentes entités liées au transport maritime. On suit les ports. Et là, donc forcément, on a un œil sur ce que fait COSCO, China Merchants, mais aussi ce que fait le BTP chinois en matière de développement portuaire. Et finalement, on a aussi suivi à la fois tout un temps la question du dilemme de Malacca quand on était un peu dans la géostratégie des échanges chinois. Et depuis quelques années, effectivement, on a le nez sur les routes, nouvelles routes de la soie. La particularité d'Isemar, c'est qu'on est un observatoire en économie maritime. On fait de l'économie maritime, on fait de la géoéconomie, on fait de la géographie, mais on ne fait pas de la géopolitique, même si de temps en temps nos notes y renvoient, mais je garde pour moi mes analyses géostratégiques ou géopolitiques, puisque mon terrain est la géoéconomie, même si de temps en temps je fais des passerelles et je renvoie alors sur nos notes de synthèse de l'ISEMAR, beaucoup sur la Chine, par exemple, qui s'appelle Puissance et limites de l'armement chinois, qui doit dater de 2016, une sur l'océan Indien l'an dernier, mais aussi des sujets qui sont souvent dans la périphérie, comme les passages stratégiques au mois de mai ou même la Russie maritime il y a quelques temps. Alors, je commence. Évidemment, on a 4 champs d'action chinois en lien avec la mer. Il faut rappeler, la mer, elle est importante dans 4 dimensions. La première dimension, c'est celle des échanges. Et donc là, on trouve la production manufacturière chinoise, les besoins de l'industrie lourde, le commerce qui a pris de l'importance, avec, par exemple, Alibaba ou des choses comme ça. Et puis la logistique aussi qu'on retrouve dans certaines choses. Donc, j'ai mis des entreprises chinoises qu'on connaît de notre côté, soit parce que ce sont des industriels, soit des distributeurs, soit des logisticiens. Ça, c'est une facette assez connue de la Chine quand on s'intéresse aux productions industrielles et aux échanges. Une autre facette qui est intéressante dans le maritime, ah oui, j'ai remis un chiffre, donc le commerce extérieur chinois, c'est 4,5 milliards de tonnes par an. Si on le extrapolait sur les 12 milliards de tonnes du commerce international, on voit que 30% ou un tiers du commerce maritime international est en relation avec la Chine, soit à l'import comme à l'export, si on tient compte de ce chiffre comme vrai. J'ajouterais qu'il y a presque 7 milliards de tonnes de marchandises en intra-chinois qui ne sont pas calculées dans les statistiques internationales, qui est tout l'échange qu'il peut y avoir à l'intérieur de la Chine, mais qui ne concerne pas, sauf qu'évidemment, les acteurs chinois vivent aussi de l'intra-chinois, que ce soit les compagnies maritimes ou les compagnies portuaires. Il y a la ressource, c'est important parce que c'est à la fois l'oil and gas qui est capté par les investissements à l'étranger et les participations à des concessions pétrolières ou gazières. On a les minerais avec des fois des stratégies minières. Je pense à Chinalco, par exemple, par rapport à la bauxite, notamment en Afrique et en Guinée. On a les sociétés de trading. COFCO est devenu le 4e ou 3e négociant de produits agricoles dans le monde. Et même à Saint-Nazaire, où on fait rentrer des nourritures pour animaux, on a une entité de COFCO. Et puis derrière, évidemment, l'agrobusiness, à qui il manque un E, là, qui peut être derrière aussi les investissements qu'il peut y avoir dans des structures agricoles dans des pays à forte capacité. J'ai relevé juste quelque chose, plus 20% des investissements à l'étranger de la Chine en 2021. Donc, on dit souvent la Chine... Oui, pardon. Non, la Chine, on dit souvent la Chine, premier territoire d'investissement mondial, mais c'est aussi un pays qui a de l'expansion. Et ce n'est pas le sujet ici, mais évidemment, China 2025 peut avoir un pendant. C'est l'internationalisation aussi des industries manufacturières chinoises qui arrivera sans doute au cours de la décennie. Plus de valeur à l'intérieur, mais aussi un contrôle industriel à l'extérieur. En termes d'infrastructure, on le sait, il y a la construction à l'international des ports, des routes, des rails, des voies de chemin de fer et des aéroports, avec des entités que j'ai mis là dans les acronymes. Quand on connaît le monde chinois, on sait à quoi je fais référence et on en reparlera un peu après. Et là, on sait bien, c'est le swing des nouvelles routes de la soie. Et puis, le 4e pilier de ce rapport à la mer, c'est le central, c'est le maritime, avec la construction navale, la flotte de commerce, les compagnies maritimes et les terminaux portuaires. Et là, on sait bien qu'on va y revenir sur ces grandes entreprises et notamment les conglomérats. Aujourd'hui, on peut considérer que la Chine, si on prend les activités portuaires, maritimes et la construction navale, est sans doute la première puissance économique maritime mondiale. Alors, à partir de là, je vous rappelle des chiffres parce que c'est important. Nous, on fait ça. C'est des volumes d'importation chinois en 2020.
C'est-à-dire que si on prend, c'est quand même 1,1 milliard de tonnes de fer, c'est presque 600 millions de tonnes de charbon. Enfin, je vous laisse dire les chiffres. Je fais habituellement ça, c'est pour rappeler, voilà, le transport maritime chinois, sa première fonction, c'est d'importer les matières premières ou les produits un peu industrialisés, comme ça peut être les produits raffinés ou l'alumine, par exemple, dans le cas pour les marchés de l'aluminium. Mais voilà, c'est ça, c'est une puissance maritime qui est au service de l'importation. Et plus nous avons fait grossir la Chine par le phénomène économique qu'on connaît de l'émergence économique depuis une décennie, plus en même temps on nourrit l'appétit chinois en matière première pour faire tourner cette méga économie. Alors je me suis amusé à le mettre sur la carte parce que voilà les principales origines des marchandises. Donc pétrole, gaz, etc., charbon, et j'ai mis un petit peu les principaux partenaires. Juste une réflexion, on voit bien que l'espace Indo-Pacifique, à l'exception du système de l'insulinde, c'est-à-dire des ressources de la Malaisie, de l'Indonésie, Brunei pour le pétrole ou le gaz, on n'a pratiquement pas de ressources dans ce bassin Indo-Pacifique étroit, on va dire. Évidemment, si on met le Moyen-Orient dans l'Indo-Pacifique, on s'aperçoit qu'on a autre chose, mais on voit bien que la Chine est obligée de solliciter d'autres espaces, l'espace océanien constitué par les ressources australiennes, l'espace africain du sud ou de l'ouest pour le fer, le charbon et le pétrole, mais aussi, on le sait bien, le soja et le fer du Brésil, mais aussi les ressources américaines, le gaz, le soja, le blé. Donc voilà. Donc c'est important de comprendre que en termes d'approvisionnement, la notion d'Indo-Pacifique est un peu affaiblie parce que finalement, l'est de l'océan Indien, nonobstant les ressources, encore une fois, de l'insulinde, il y a un peu de charbon vietnamien, etc. Et d'une manière générale, l'ouest Pacifique, de toute façon, le voisinage est très dépourvu de matières premières. On trouvera toujours effectivement de la bauxite en Indonésie ou en Philippines ou des choses comme ça, ou du nickel. Mais d'une manière générale, l'espace de l'Indo-Pacifique n'est pas très riche en matières premières. C'est plutôt le reste du monde, ce qui évidemment pose la question. C'est-à-dire que l'Indo-Pacifique et notamment l'insulinde par les détroits indonésien, malo-indonésien, effectivement une contrainte, mais la contrainte de la ressource, elle est beaucoup plus loin, ce qui pose évidemment la question de la géopolitique des matières premières, des partenariats de la Chine en matières premières, d'où aussi cette complexité qu'il peut y avoir des rapports, la Russie ami-ennemi ou ami pas vraiment ami, les rapports qu'on a vus avec l'Australie ou avec les États-Unis, comment faire avec le Brésil ou les pays africains. Mais voilà, en tout cas, on a une géopolitique, si on devait tirer une géopolitique tirée de la géographie maritime des matières premières qui est de cette manière-là, on va dire plus globale qu'infrarégionale. Quand on prend, alors c'est très difficile de trouver les conteneurs. Hein. Le volume de conteneurs par région, on connaît pour les grandes zones. Mais voilà, je me suis amusé à prendre les exportations chinoises en valeur et de les repositionner d'après les statistiques chinoises, même des Nations Unies. On voit aujourd'hui les partenaires économiques, c'est les deux gros partenaires économiques, c'est les États-Unis et l'Europe. On a le voisinage asiatique. On a les voisins japonais, on a la plateforme un peu de Hong Kong, enfin japonais, coréen, taïwanais. Donc ça, c'est une autre géographie. Et on voit bien par contre que là, au-delà de la fourniture des biens manufacturés à l'Europe et aux USA et au Canada, hein, donc ce qui représente à peu près 40% des exportations en valeur. Encore une fois, ce ne sont pas les volumes de conteneurs, etc. Mais là, par contre, on a une vraie dimension indo-pacifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premiers partenaires économiques de la Chine à l'exportation, finalement, c'est le voisinage asiatique, c'est-à-dire le reste de l'Asie. On sait très bien que l'Inde est assez faible dans cette mesure-là et que c'est plutôt l'Asie du Sud-Est. Hong Kong, quel est le rapport de Hong Kong avec la Chine? Ça, on sait très bien que ça pourrait pratiquement être intégré au marché domestique. Et puis, il y a aussi les voisins plus développés, donc Japon, Corée et Taïwan. Donc, tout ça forme en fait, et là, on a un vrai espace au travers des conteneurs qui est peut-être finalement plus intégré, on va dire, que n'étaient les matières premières. Donc, l'Indo-Pacifique, pour les conteneurs, peuvent compter. Et on sait bien, tous ceux qui ont été en Asie, et je dis souvent à mes étudiants, voilà, vous prenez le port de Laem-Shebang à Taïwan, il y a 4 millions de conteneurs. On sait qu'il y a 2 millions de conteneurs d'exportation de produits made in Taïwan, mais il y a aussi 2 millions de conteneurs en import et qui sont notamment des conteneurs chinois. Parce que dans ces pays-là, on consomme aussi beaucoup de made in China et que ça pose quand même aussi une matière au rapport économique avec le voisinage indo-pacifique de la Chine.
L'autre affirmation, une fois qu'on a vu le commerce avec les marchandises, c'est la taille de la flotte, hein, la puissance maritime contrôlée qui est marquée là, hein, qui est le contrôle de la flotte, non pas les registres. Et cette citation, hein, la Chine est devenue le second nation de propriétaires de navires, hein, la seconde nation d'armateurs au monde, avec une puissance alors qui est équivalente à celle du Japon. Rappelant qu'on est un peu dans la même situation que le Japon, c'est-à-dire une grosse économie qui a besoin de disposer de son propre outil maritime. Et donc, c'est ce grossissement au fur des années. Vous voyez d'ailleurs que l'Europe est loin de perdre la face par rapport à ça. On pourrait presque ajouter Taïwan, encore une fois, Est-ce que Taïwan est un élément de la Chine nouvelle, enfin de la Chine d'aujourd'hui, ou une entité un peu différente ou incluse? Bon, en tout cas, la Chine montre qu'elle a des ambitions maritimes, et son ambition maritime, c'est et ses conteneurs et ses matières premières. D'ailleurs, alors ça nous renvoie sur les conglomérats chinois tels qu'ils existent aujourd'hui dans le monde maritime. Donc la SASAC qui contrôle les plus grands conglomérats. On a 2 conglomérats maritimes aujourd'hui, COSCO Shipping et d'un autre côté China Merchants, ce groupe. La particularité, c'est qu'en 2016, on a forcé d'autres entreprises chinoises à fusionner. Donc, on a fait disparaître China Shipping intégré dans Costco, de même qu'on a fait disparaître la vieille Sinotrans, même si elle existe encore aujourd'hui, mais en tout cas, Sinotrans est entrée dans le China Marchand. Donc, aujourd'hui, on a 2 compagnies maritimes qui comptent un petit peu, qui est qui est Costco Shipping, qui a racheté en plus l'armement de Hong Kong, qui existe toujours, qui est OCL, et puis Sinotrans Container Line, qui existe, qui est un peu plus petit, qui est surtout en intra-chinois ou en intra-asiatique. Le deuxième cran, c'est les ports. Et là, pareil, on a 2 stratégies un peu différentes. On a Costco qui possède un certain nombre de terminaux dans le cadre de sa stratégie conteneur, et on a CM Port, qui est une sorte de portefeuille de positions portuaires dans le monde, soit en direct, soit au travers d'une entité européenne qui est Terminal Link, qui appartient à CMA-CGM, et soit en coactionnariat de SIPG, qui est la société portuaire de la province de Shanghai. Juste une petite particularité qui arrive de ces quelques jours. Là, on a une nouvelle structure qui s'est montée qui s'appelle Navigator. Je vous renvoie à ce qui est marqué en bas à gauche. Navigator Invesco, qui est une entité créée par Costco et alors le fonds de la route de la soie, un Silk Road Fund, qui a repris du capital de certains terminaux de Costco, un à Rotterdam et un à Abu Dhabi. On a l'impression que pour soulager un peu Costco dans ses investissements, on fait rentrer une autre structure. Ça n'empêche pas que ça sera des terminaux Costco, mais bon, on est un petit peu dans les choix aussi chinois de répartir l'investissement et l'effort des différentes choses. Donc la différence entre Costco Shipping, on le reverra tout à l'heure, et CM Port, c'est que CM Port est une position, un partenaire, un détenteur de positions portuaires, en général un partenariat avec d'autres entités, là où Costco, lui, développe sa stratégie conteneur par rapport à ses besoins de stratégie mondiale. J'ai juste mis à droite des gens qui comptent aussi. Donc, il faut que j'arrive à me lire, c'est China Communication, etc., avec 2 entités qu'on retrouve souvent dans les constructions portuaires, CHEC et CRB, je vois même plus mon propre truc, CRBC, hein, CRBC, donc 2 entités de construction qu'on voit très très souvent dans les nouvelles routes de la soie et les constructions. Donc ça, c'est les conglomérats qui comptent. Un conglomérat très maritime à gauche, un conglomérat plutôt maritime et portuaire au milieu, et puis un conglomérat plutôt lié au BTP, et puis des nouveaux acteurs qu'on voit pointer, Qingdao Port International, qui est l'entité de développement portuaire liée au port de Qingdao au nord-est de la Chine, et puis Unitrans, qui est une société de transport maritime qui, avec Seoul Line, China, United Line, je crois, est en train de se développer dans le Transpacifique, voilà, parce qu'il y a aussi de la place pour, on va dire, des acteurs de second rang dans le tissu maritime chinois. Pour avancer, il faut que j'arrive moi-même à avancer, je n'y arrive pas. Voilà. Alors, rappel, j'ai dû prendre un classement de 2018 parce que je ne l'ai pas vu depuis 2018 pour vous montrer, mais j'ai pris le ranking de cette année. Costco est aujourd'hui le premier armateur mondial en nombre de navires, comme en capacité déployée. C'est le premier au pétrole. C'est le premier des pétroliers, le premier pour les vracs secs et le 3e pour les conteneurs. Et China Merchants, qui a surtout une activité pétrolière et vrac sec, qui est aujourd'hui le 2e pour les pétroliers et 2e pour les vraquiers secs. Donc, on voit bien que nos 2 conglomérats prennent de l'importance.
Néanmoins, j'ai écrit une note il y a 2 ans qui s'appelle Chaîne Europe, une sorte de comparaison maritime, où je m'étais amusé à montrer effectivement on a 2 compagnies qui sont leaders, mais on n'a que 2 compagnies. Si vous prenez l'ensemble des compagnies européennes face à l'ensemble du système maritime chinois, vous voyez qu'il y a une différence de 1 à 3. C'est-à-dire que le bloc économique européen, quand on prend toutes ces compagnies maritimes, est bien supérieur évidemment à nos 2 armements chinois. Donc ça doit relativiser. La Chine est effectivement premier, mais si on prend le tissu européen avec ou sans les Norvégiens, on s'aperçoit que la vraie puissance maritime leader aujourd'hui, c'est l'Europe, et ça vous renvoie sur la carte de tout à l'heure. Mais on a une vraie stratégie chinoise de faire développer ces grandes compagnies avec des positions portuaires et maritimes dans le conteneur, dans le pétrole et dans les vracs secs. Donc ça, c'est. Alors, je renvoie sur cette histoire de route de la soie qui n'est pas forcément ma tasse de thé quand je fais de l'analyse portuaire. Moi, quand je fais de l'analyse portuaire, je tombe sur cette carte-là et je vois 2 systèmes qui sont mis en place. Le système de COSCO, qui vise en fait à disposer de terminaux dédiés là où le business en a besoin. Et effectivement, le business en a besoin depuis 20 ans à Singapour. On en a besoin à l'est de la Méditerranée à Port Saïd. On en avait besoin au Pirée, qui est la grande plateforme de transbordement, comme tous les armateurs mondiaux ont des plateformes de transbord en Méditerranée. On a vu des positions mineures prises en Espagne au travers d'un rachat, des positions encore plus mineures du côté de Savone en Italie, des participations à des terminaux à Anvers et à Rotterdam, une position plus récente là, qui a été prise sur Hambourg, et puis des positions historiques en Chine, aux États-Unis, au travers notamment de ce qu'avait fait China Shipping avant lui en Amérique du Nord. Les positions les plus récentes, c'est des investissements en Arabie Saoudite et aux Émirats, et on voit bien que l'intérêt, c'est plutôt de couvrir ces gros marchés du Golfe, qui représentent quand même des consommateurs solvables dans un nombre relativement conséquent. Et vous remarquez, aucun investissement de COSCO en Afrique, aucun investissement de COSCO dans le bassin anti-caribéen, un petit investissement à Callao, je crois que c'est en Équateur. Mais là, on a aussi un marché relativement dynamique autour des fruits, et notamment de la banane. Et finalement, COSCO ne fait que faire ce que font à peu près les autres, c'est-à-dire Maersk, CMA, CGM et MSC, c'est-à-dire se prendre des points de contrôle à droite, à gauche qui permettent de couvrir des marchés. Et quand je vois COSCO, je vois d'abord une géoéconomie du transport maritime et peu une géopolitique conséquente. China Merchants, là, c'est les investissements directs. J'ai enlevé ceux dans le co-actionnariat avec CMA-CGM. Effectivement, une position très, très mineure dans le sud du Brésil. Les investissements plus conséquents qu'on a vus à Lomé et je crois que ça doit être à Lagos. La position, effectivement, qui fait référence dans les analyses, qui est celle de Djibouti. Les 2 investissements à Colombo et au nouveau port du Sri Lanka, dont je ne me souviens plus trop l'ordre des lettres. Et puis, une position relativement mineure, plutôt industrielle, dans le sud-est de l'Australie. Les nouveaux investissements de China International Port Group, on l'a tous lu autour du port de Ashdod, il me semble, si ce n'est pas Haïfa, je crois que c'est Ashdod en Israël, qui est très récente. Et puis, oui, j'ai oublié une position mineure aussi qui a été prise à la fois par China Merchants et COSCO ensemble. Et là, j'ai autour d'un port en Barli, qui est le port de la rive européenne d'Istanbul. Donc voilà, moi, ce que je vois, c'est une stratégie portuaire qui se fait au coup par coup, qui est plutôt... qui effectivement peut être un peu plus géopolitique pour China Merchants. Encore une fois, China Merchants, c'est rarement l'opérateur, il est plutôt dans les tours de table d'action. Et puis, on voit COSCO, lui, autour de stratégies portuaires un peu plus déterminées par rapport à sa logique d'entreprise. J'ai oublié, effectivement, j'aurais pu mettre que de temps en temps, CHEC, c'est-à-dire l'acteur de la construction, se retrouve coactionnaire de port. Ça a été dans une version d'autre de ma carte, mais là, j'ai oublié de le remettre. On sait qu'ils sont à Kribi, coactionnaires d'un port qu'ils ont construit. Ils sont coactionnaires avec CMA-CGM. Et on parle aussi d'une autre entité dans un futur port qui aura dans le sud du Nigeria, Power China, quelque chose. Donc voilà, un espèce de vue de l'extérieur, toujours... ces entités chinoises dont on ne sait pas toujours qui elles sont les unes par rapport aux autres. Donc, en Afrique de l'Ouest, il peut y avoir une certaine diversification des acteurs chinois, mais encore une fois, plutôt dans des stratégies qui peuvent être effectivement la diplomatie du BTP que dans
que dans l'intérêt économique. Alors effectivement, voilà, ça c'est le type de carte et j'ai fait exprès de le prendre en chinois. Alors est-ce que c'est une source chinoise ou pas à voir? Effectivement, les routes de la soie bleue qui n'ont évidemment aucun rapport avec la logique même de transporter des marchandises entre l'Europe et l'Occident, comme si on va prendre nos investissements chez nos amis. Alors, nos amis du Bangladesh, nos amis du Sri Lanka, nos amis de Djibouti, nos amis du Kenya, nos investissements de Costco Pirée, Venise parce que ça fait bien, etc. Et donc, pour nous, maritimistes, les routes de la soie vues comme ça ressemble à du n'importe quoi, je veux dire, et ça renvoie aussi sur le port de Gandhar qui ne sert strictement à rien pour le transport maritime et aucun intérêt portuaire chinois à aller s'y mettre. Donc c'est pour ça, nous, maritimistes, et moi en particulier, j'affiche un certain décrochage entre les stratégies, entre ce qui pourrait être la géostratégie ou la géopolitique de Pékin et la géoéconomie du maritime, même si je ne nie pas les liens et qu'on peut les trouver à droite à gauche, mais j'essaye de décrocher l'un de l'autre. La preuve, tout le monde s'excite depuis 15 ans sur les Chinois au Pirée. Alors, les Chinois au Pirée, ils font 5 millions de VP. Ok, d'accord. Ils sont en train de noyer l'Europe de conteneurs, mais ça, on le sait bien, puisqu'on va tous acheter des produits chinois. D'un autre côté, personne n'a jamais parlé de la stratégie chinoise autour du détroit du Bosphore parce qu'ils étaient en Barly, mais je crois parce que les experts ne voient pas forcément tous les investissements portuaires que nous voyons dans la presse maritime. Costco, pour finir, vient de s'installer à Abu Dhabi et dans un nouveau port, etc. Et ce n'est pas pour ça que le golfe Persique va devenir une nouvelle mer chinoise. Donc, j'appelle à la mesure. On a beaucoup glossé sur le voyage en Italie il y a 2 ans des Chinois et des investissements à Trieste. Il ne s'est strictement rien passé. Il y avait même un terminal à Rijeka à mettre en concession qu'ils n'ont pas eu parce que ça a été un petit peu reporté. On verra s'ils l'ont. Effectivement. Donc, nous, maritimistes, on reste prudents. On analyse une Chine maritime que je dis pour conclure qu'on avait vu qui est à la fois une Chine de la marchandise, une Chine des investissements internationaux, une Chine des ports et une Chine des compagnies maritimes. Voilà, c'est la lecture que j'en ai. Encore une fois, pour finir, c'est la lecture maritimiste que j'en ai. Je ne nie pas les problèmes de géopolitique. J'appelle seulement à bien lire les problèmes de la géoéconomie maritime de la Chine et après de se poser les questions, effectivement, des liens avec la géostratégie ou la géopolitique que nous ne ferons tous. Et dans le cas encore une fois, dans le cas de l'Indo-Pacifique, effectivement, ça renvoie à la complexité des rapports qu'on peut avoir la Chine avec ses voisins de Taïwan, de Corée, du Japon, d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Sud, voire d'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient. Voilà ce qui a été ma proposition de lecture que je vous ai faite ce matin. Merci, je crois être dans les temps en plus. Merci. Commandant Eudeline, oui, il faudra quels sont les enjeux géopolitiques et stratégiques qui dessinent les déploiements chinois dans la mer lointaine, notamment l'océan Indien? Voilà, je vais moi aussi me connecter. Partage d'écran. Partager. Voilà. Je pense que ça fonctionne. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je vais recommencer par Ah, j'ai un petit problème. Voilà, oui. Voilà, je voudrais recommencer par un slide que j'ai montré la dernière fois déjà. Hein, pourquoi? Parce que, encore une fois, si l'histoire ne permet pas de prévoir le futur, elle l'éclaire. Et on a vraiment l'impression souvent que la Chine applique le mantra de Sir Walter Raleigh, celui qui commande la mer commande le commerce, celui qui commande le commerce commande la richesse du monde et par conséquent le monde lui-même. Si je regarde la Chine et ses côtes, hein, on voit d'abord que la Chine a une seule façade maritime et que cette façade maritime est relativement contrainte, mais c'est par cette façade maritime que la Chine s'est ouverte au monde à partir avec Deng Xiaoping à partir de 1978, pardon. Donc ce choix maritime, il s'explique d'une part par l'histoire, d'autre part par la liberté de navigation que donne la mer, évidemment, et ensuite par la richesse des océans. J'ai montré là ici une carte qui est relativement ancienne, qui a quelques années déjà, où l'on voit la taille des ports. Alors c'est une île géopolitique, à mon sens. Pourquoi? Parce que, en fait, ses voisins terrestres
ne sont pas vraiment des alliés, ce sont même plutôt des opposants. Et pour éviter les aléas géopolitiques, rien de tel que d'utiliser la mer. Et c'est ce qu'avait très bien compris Deng Xiaoping, tout en disant cachez votre force et attendez votre heure, de façon à pouvoir se développer rapidement. Alors, le développement des échanges commerciaux de la Chine, hein, en 1978, c'était 1% du commerce mondial. En 2010, c'était le premier exportateur mondial et le deuxième importateur mondial. Et en 2013, c'était le premier partenaire commercial au monde. Donc, depuis, elle l'est toujours. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le ralentissement de la croissance du PIB. À partir de 1978, le PIB a cru de façon extrêmement rapide, avec des taux de croissance allant jusqu'à 14%. Et à partir de 2007, on le voit descendre petit à petit. Bon, en 2008, c'est évidemment la crise des subprimes, mais on voit qu'il ne cesse de baisser depuis. Là, j'ai mis un chiffre de 7,9 avec un point d'interrogation pour 2021. Je crois que tout ça est revu à la baisse actuellement et que la Chine n'aura pas le même taux de croissance. Alors, pour pouvoir se permettre tout ça, la Chine s'est lancée donc dans un programme de Belt and Road Initiative. Et on peut regarder, enfin séparer en trois les mers qui l'intéressent dans cette approche mondiale. D'abord, ces approches maritimes propres, hein, donc c'est-à-dire ce qu'il y a devant, c'est sa façade maritime, que sont les mers de Chine orientale et les mers de Chine méridionale, la mer du Japon aussi, bien sûr. Mais voilà, donc il y a cette fameuse première ligne d'île qui sépare, qui empêche à la Chine d'avoir un passage sans aucune contrainte potentielle vers le large. Et c'est ce que la Chine a voulu développer. Un de leurs amiraux avait développé un thème sur lequel il fallait effectivement passer à la deuxième ligne d'île à partir de 2020. Qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, écoutez, quelle mission? C'est d'abord assurer l'arrivée et le départ des flux maritimes, hein, avec ce fameux dilemme de Malacca sur lequel je ne reviendrai pas. La possibilité éventuellement de contrôler les flux étrangers qui sont pour les pays qui sont dans la zone, hein, dont Taïwan, évidemment. Taïwan, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, voilà. Et il y a aussi un bastion ici pour la dissuasion nucléaire de seconde frappe chinoise pour les sous-marins, entre autres ici. Voilà. Alors pour ça, elle a besoin de moyens, donc de base, et ce qui explique qu'elle ait installé un certain nombre, elle ait remblayé un certain nombre de hauts fonds ici, et elle s'appuie sur des moyens navals qui sont de trois types, hein, la marine de guerre, les gardes-côtes qui ont été réunis. Enfin, il y avait plusieurs organisations et ils ont été réunis il y a quelques années, ainsi que sur la milice, donc sur la milice. Voilà un rappel. Donc la marine de guerre qui dépend effectivement des forces armées. Ah, je suis parti, désolé. Voilà. À gauche, on voit effectivement la marine de guerre. Les gardes-côtes qui dépendent de la police et la milice maritime, le tout étant évidemment sous le commandement du comité central du comité militaire du Parti communiste. Alors, donc, il s'agit pour Xi Jinping, hein, de renforcer l'économie chinoise, hein, en ayant constaté la baisse de ses taux de croissance. Et c'est pour ça qu'il a lancé donc, cette fameuse route de la soie, du moins cette initiative ceinture et route.
Donc, renforcer l'économie chinoise, c'est en contribuant à l'ouverture de routes maritimes et de corridors commerciaux à travers les continents pour améliorer sa connexion au reste du monde. C'est aussi simple que cela. Autrement dit, c'est vraiment le commercial qui est prioritaire. Donc, quand on sort des approches maritimes, eh bien, il s'agit de sécuriser les flux d'approvisionnement et les intérêts chinois dans le monde. Bon, là encore, contrôler et améliorer des chaînes logistiques qui existent, maintien de l'ouverture des détroits importants, hein, donc être capable de les rouvrir en cas de nécessité. Je pense bien évidemment à Bab el-Mandeb et au détroit d'Ormuz. Le soutien aux intérêts chinois outre-mer, on l'a vu avec le Yémen et la Libye, et l'exploitation des ressources maritimes et exploration duale des grands fonds. Quand je dis dual, c'est évidemment militaire et civil, puisque les fonds, les budgets sont mis en commun. Et en fait, évidemment, la diplomatie navale, donc lutte contre la piraterie, évacuation de ressortissants, navires, hôpital, etc. Les moyens, là, sont évidemment d'abord des moyens navals. Il n'y a plus de garde-côtes ni de milices maritimes dès qu'on sort des approches maritimes. Donc, les moyens navals comprennent aussi des fusiliers marins, enfin, Marines au sens américain du terme, puisque le corps des Marines va passer en quelques années de 8 000 à, on estime, vers les 100 000 à peu près, 100 000 Marines. Voilà, donc la logistique, eh bien, l'intérêt de tous les ports qui sont contrôlés par des compagnies chinoises, c'est que cela permet d'avoir une logistique commune, de fournir une logistique à la marine de guerre, comme nous allons le voir tout à l'heure, et puis des véritables bases militaires, dont la seule véritable pour le moment est Djibouti, avec une capacité de réception, d'accueil de 10 000 personnes et la construction d'un nouveau port récemment qui peut accueillir le porte-avions et un grand pétrolier ravitailleur d'escadre. Il y a Gwadar, qui n'est pas encore officiellement une base chinoise, bien que les Pakistanais le demandent beaucoup, et Kiokpiu également, qui en serait une bientôt. Si je regarde les cartes de l'initiative Ceinture et Route de la Soie, alors c'est moi qui l'ai faite, c'est celle-ci, on voit quand même l'importance primordiale d'abord, et c'est pour ça que j'ai mis ça en trait plus épais, des routes maritimes, la route de la soie maritime du XXIe siècle. Celles qui passent par l'intérieur des terres sont soumises à un certain nombre d'aléas géopolitiques dont souffrent beaucoup moins les routes maritimes. Donc d'abord, il y a les problèmes douaniers, évidemment, et les problèmes qui résultent de la traversée de nombreuses frontières. Il y a ensuite des risques liés à la traversée des zones où sévit le terrorisme islamiste, et c'est certainement quelque chose que rencontre actuellement Gwadar, là, le corridor qui part du Xinjiang vers Gwadar. On va en reparler tout à l'heure. Donc, ce problème-là est important. Et enfin, il y a quelque chose de purement technique. Il y a des voies dont l'écartement des voies de chemin de fer est différent dans toute la Russie et dans les anciens satellites de la Russie. Donc, il s'agit à ce moment-là soit de champs et d'essieux, soit de transvaser le matériel ailleurs. Et il ne faut pas oublier non plus que l'ouverture de la route maritime de la soie, donc c'est le 20 juin 2017 que le premier texte a été publié là-dessus. Cette route maritime est importante parce que, du moins, elle le sera particulièrement lorsqu'il y aura plus de glace et que les navires pourront naviguer sans avoir des coques renforcées et à pleine vitesse, commerciale, puisqu'elle est 30% moins longue. Alors, ça intéresse non seulement la Chine, mais évidemment tous les pays d'Asie. Alors, la Chine a commencé à envoyer des bâtiments de guerre dans l'océan Indien
relativement tard, puisque c'était en décembre 2008. C'était à l'époque où il y avait une résurgence importante de la piraterie au large de la Somalie et dans l'océan Indien, je dirais quasiment dans toute la partie nord de l'océan Indien. Et la Chine a fait un choix intelligent, puisqu'elle a systématiquement envoyé des groupes de bâtiments de surface composés de 2 frégates lance-missiles et d'un ravitailleur, sachant qu'elle aurait du mal éventuellement à se ravitailler ailleurs. Et elle a découvert les déploiements lointains comme ça. Ça n'a jamais arrêté, puisque on doit être au 38e groupe actuellement. Les dernières informations que j'ai eues, c'était le 37e groupe qui avait appareillé le 16 janvier 2021. Voilà, donc si vous voulez, la Chine a beaucoup appris en travaillant avec les autres marines pour la lutte contre la piraterie à ce moment-là. Choix judicieux. Donc, autre choix important, le concept des ports civils d'abord et militaires ensuite. Ce sont donc ces fameux ports civils qui sont contrôlés par des entreprises chinoises. Le 7 septembre 2018, un article du journal rappelait qu'il y avait un concept qui était civil d'abord, mais militaire ensuite, en tout ce qui concernait les ports commerciaux, et qu'ils étaient des points de support stratégiques. Voilà une petite carte que j'ai établie personnellement, mais elle est bien évident qu'elle n'est pas exhaustive. On voit là-dessus, j'ai mis des carrés rouges. C'est tout ce qui s'approche le plus d'une base au sens militaire du terme, et un certain nombre d'emplacements, enfin de ports qui font partie du collier de perles, hein, cette expression américaine d'ailleurs, voilà, avec Hambantota. Et vous voyez qu'avec Hambantota, par exemple, il est maintenant tenu à 90%, pour 90 ans, pardon, par la Chine, du fait de l'incapacité du Sri Lanka de rembourser effectivement tous les travaux. Bon, il faut savoir que lorsque le Sri Lanka était en guerre contre les Tigres-Tamouls, hein, contre la rébellion des Tigres-Tamouls, la Chine avait beaucoup aidé le Sri Lanka à ce moment-là, ce qui explique sans doute l'aide qui a été apportée. Alors, la Chine va de plus en plus loin. Ces groupes de combat dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, ils vont de plus en plus loin. Ils ont été en mer Baltique, et systématiquement, ils font des exercices avec les Russes, hein, dans les zones un petit peu délicates, comme en mer de Chine, comme en Baltique, comme en Méditerranée orientale. Donc, il y a des exercices qui ont lieu tous les ans entre la Chine et la Russie, de façon à ce qu'il y ait les Chinois recherchant un certain savoir-faire. La flotte chinoise a dépassé en nombre la marine américaine. Vous voyez qu'elle a grandi extrêmement rapidement. Maintenant, ce n'est pas ça, c'est du tonnage et du nombre de bâtiments. Maintenant, ça ne veut pas dire que la marine chinoise sait très bien se servir de ces bateaux. Pourquoi? Parce que là encore, on apprend soit en faisant la guerre, soit en faisant des exercices avec des gens, si possible, d'un niveau plus élevé que le sien propre. Et on remarque que les exercices faits avec les Russes sont en général relativement simples. Le budget de la défense chinois, il est intéressant. Et là, vous voyez, vous avez le PNB qui est noté, qui apparaît en orange, mais on voit que ça croît en permanence. Alors, on le compare souvent au budget américain en disant, mais il est beaucoup plus faible, donc c'est pas très grave. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que les Américains, eux, sont présents en plus de 200 bases dans le monde, ce qui leur coûte extrêmement cher. Ils sont présents partout, alors que les Chinois restent chez eux, à l'exception de quelques missions. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que les budgets doivent être comparés en parité de pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, on se rend compte effectivement, la Chine a
le budget chinois devrait être considéré comme beaucoup plus important qu'il ne l'est apparemment. Autre chose qui est remarquable lorsque l'on étudie la géostratégie de la Chine, je suis désolé, je suis très maladroit. Voilà, donc c'est que la Ouai d'Oralé, donc la Djibouti, la base chinoise, eh bien, elle se situe à moins de 100 nautiques du détroit de Bab el-Mandeb, où il se passe un certain nombre de choses actuellement du fait de la rébellion Houthi, chiite Houthi, au Yémen, entre autres. Bon, mais il est évident que la plus grande partie du commerce, enfin une très grande partie du commerce chinois passant par la mer Rouge et par le canal de Suez, bien la protection de la zone de Djibouti est importante et de Bab el-Mandeb. De l'autre côté, la Chine, la plupart de des flux de GNL et de pétrole dont a besoin la Chine proviennent du Golfe arabo-persique. Et vous voyez que le Gwadar se situe seulement à 300 nautiques du détroit d'Ormuz. Bon, on voit une petite carte tout à fait récente de l'Outlook de BP, et vous voyez que la Chine importe effectivement énormément de pétrole quand on compare aux autres chiffres, c'est très important. Et ça, ce pétrole, il passe pour l'essentiel par la mer. Donc, on se rend compte aussi, en analysant un petit peu, en regardant les cartes essentiellement, que non seulement les bases ou les endroits dans lesquels il y a des militaires et des marins chinois se situent aussi souvent à l'extrémité d'un corridor. Donc là, vous voyez le corridor de Gwadar là, qui va donc vers le Xinjiang, qui est très important. Qui pourrait, encore une fois, la Chine, désolé, je reviens dessus. Voilà, donc le corridor de Gwadar qui va vers le Xinjiang, tout l'intérieur de la Chine qui est enclavé n'a pas profité du boom économique des côtes, hein, dans lesquelles il y a de nombreuses zones spéciales avaient été installées et qui a permis un boom économique sur les côtes, mais l'intérieur en profite beaucoup moins. D'où l'intérêt du corridor de Gwadar, hein, du CPEC, hein, le corridor Chine-Pakistan, et où des pipes, enfin des gazoducs et oléoducs qui traversent la Birmanie. Il y a autre chose aussi au niveau de Djibouti. En rouge, j'ai marqué donc tout ce qui pourrait être des bases. Réam serait en train de devenir une base au Cambodge. C'est encore à vérifier. Et les Spratly sont donc les îles qui ont été sur lesquelles ont été faits des polders. Alors, à Djibouti arrive une voie de chemin de fer qui a été faite par les Chinois, justement, de façon à relier l'Éthiopie à Djibouti. Et la Chine a construit des ports importants à Djibouti. Voilà, donc c'est une alliance de ce côté-là. Donc il y a encore une fois une base à l'aboutissement d'un corridor, même s'il n'est pas purement chinois. Quand on regarde les projets d'infrastructure chinois dans le cadre de la BRI, là j'ai repris une carte fournie par la BBC en 2017, on voit que les dépenses les plus importantes qui ont été faites par la Chine au titre de la BRI, eh bien c'est au Pakistan, c'est donc vraiment ce corridor qui est extrêmement important. Et les Chinois ont commencé à parler avec les talibans depuis déjà un certain temps pour le mettre au point.
Voilà ce corridor. Je vais passer très rapidement là-dessus, mais il y aura beaucoup de choses dedans. Il y a des câbles de fibre optique, autoroutes, trains, gazoducs, etc. Construction d'usines. C'est quelque chose, c'est un projet très important pour irriguer l'ouest de la Chine. Alors, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'attentats, donc d'un côté du fait des talibans pakistanais, le TTP, mais ça, il y en a un peu moins actuellement. En revanche, l'armée de libération du Baloutchistan est beaucoup plus active et s'en prend beaucoup aux Chinois. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais c'est simplement, je vous rappelle qu'il y a eu encore un attentat tout à fait récemment à Gwadar, c'était le 20 août, où encore des véhicules chinois ont été attaqués par des gens de l'armée de libération du Baloutchistan. Donc ça, c'est vraiment un problème. Il va falloir qu'ils tiennent ce corridor, ce qui ne va pas être très facile. Là, j'ai marqué, je vous ai fait apparaître sur une carte muette un certain nombre d'attentats, et vous voyez que ça correspond tout à fait à ce corridor, à ce fameux corridor, au parcours de ce corridor. Voilà, avant de terminer, je regarde l'autre partie du monde. Alors là, c'est un peu moins important, le Pacifique et le Grand Large. Il y a un certain nombre d'États du Pacifique dans les petites îles qui sont passés sous contrôle plus ou moins chinois, au contrôle économique en grande partie, essentiellement. Et j'ai placé la Nouvelle-Calédonie, puisque vous savez que le 12 décembre va avoir lieu le référendum en Nouvelle-Calédonie prochainement. Et je vais terminer sur cette carte qui montre la distance entre la Nouvelle-Calédonie et Port Moresby, d'un côté 1340 nautiques, et de 1830 nautiques jusqu'à la base le plus au sud de la Chine. Donc, pourquoi est-ce que je montre ça? Là, c'est simplement pour vous montrer l'emplacement de nos diverses possessions françaises. Et sur une carte que j'ai essayé de reconstituer, mais comme par hasard, le CHOM ne fait pas apparaître le détroit de Malacca sur la carte, et j'ai donc été obligé de modifier, de prendre un autre fond de carte, voilà, pour le montrer. Vous voyez que c'est une zone dans laquelle nous sommes riverains, tant dans le Pacifique que dans l'océan Indien. C'est donc quelque chose de très important pour nous. Je vais en rester là. Je vous remercie. Merci, commandant. Monsieur Frécon, quelle est la réalité des opérations chinoises le long des routes de la soie, en particulier en Asie du Sud-Est? Et quelles sont les réactions des pays locaux, s'il vous plaît? Merci. Bonjour à tous. Très honoré de participer à cette table ronde et puis très heureux d'avoir écouté Paul Touret, Hugues Delin, et puis aussi de vous avoir écouté. Merci pour la question. Donc effectivement, c'est ce que je vais essayer de faire modestement, parce que pas facile de compléter tout ce qui a été dit, sauf peut-être effectivement en zoomant sur l'Asie du Sud-Est. Alors d'abord quelques propos liminaires, parce qu'effectivement, on l'a vu, on marche sur des œufs et puis un terrain pas miné, mais on a déjà l'expérience du collier de perles qui en fait avait été pas une invention, mais une expression d'un cabinet de conseil américain, repris à son compte ensuite par la Chine, mais en pressant bien. On a parlé de Gwadar juste à l'instant. J'avais une amie qui regardait régulièrement sur Marine Traffic. Bon, c'est Waterloo, Marne-Plaine, et quoi, il ne se passe pas encore grand-chose. Mais là, maintenant, on a un autre concept, c'est celui de Belt and Road Initiative. Donc, est-ce qu'il faut s'en méfier ou pas? Est-ce que justement, c'est vecteur de impérialisme, hégémonie bienveillante, comme disait François Gipouloud, relations tributaires, éveil des relations tributaires, ou simplement de voisinage, parce que c'est le grand voisin de la région en Asie du Sud-Est, des relations gagnant-gagnant, comme disait Xi Jinping, ou alors 2 fois gagnant justement pour la Chine, comme certains l'ont dit. Alors pour le savoir,
avec Delphine Alès, une collègue, on s'était penché sur le cas de l'Indonésie et Delphine était allée chercher chez Jervis justement cette idée de perception, misperception, parce que qu'est-ce qu'on nous présente et puis qu'est-ce qu'il en est réellement. Et c'est vrai que sur des questions comme ça, c'est plus facile de travailler sur des études de cas, en l'occurrence donc, le cas sud-est asiatique, qui n'est pas inintéressant parce qu'on est quand même au carrefour. Alors, c'est l'ouvrage de référence en 3 volumes, le Carrefour javanais de Denis Lombard, bon, qui traite de l'Asie du Sud-Est. Les moussons, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais les marchands qui venaient, quoi, dans le sens d'Inde et du monde arabe, d'autres qui venaient de la Chine, et puis on se rencontrait dans les cités entrepôts. Bon, alors, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, la méthode, c'est là où c'est dangereux de ne reposer que sur ce que nous proposent souvent les think tanks, notamment anglo-saxons, ou des documents officiels. J'ai vu qu'il y en avait un du Department of Defense américain qui vient de sortir sur les questions militaires et sécuritaires en Chine, mais où justement on nous dit, tiens, peut-être que l'armée chinoise lorgne sur l'Indonésie et Singapour dans le futur. Honnêtement, jamais, au grand jamais, vous aurez une base chinoise en Indonésie ou à Singapour. Donc voilà, il faut quand même faire attention. Il y a toujours un agenda caché, confère l'ouvrage de Pierre Connessin, La fabrication de l'ennemi. Donc la vérité, elle est sur le terrain. Donc j'ai essayé de réactiver mes réseaux, de passer des coups de fil à mes collègues dans la région et puis de faire le pari de la complexité, quoi, de la nuance. Et très classiquement, en essayant de voir, grand 1, oui, effectivement, il y a quand même une idée de sino-mondialisation au niveau maritime en Asie du Sud-Est. Et puis après, on essaiera peut-être de nuancer. Mais c'est vrai que la Chine place ses pions, ça c'est indéniable. Alors, on ne revient pas sur les îlots militarisés, le commandant Deline en a parlé, qui étaient justifiés pour sécuriser le trafic. Bon, c'était surtout une occasion de faire main basse sur cette zone pour des questions de bastions et de sous-marins. On en a déjà parlé. À la marge, je voulais quand même signaler ce partenariat, ce rapprochement entre les gardes-côtes philippins et chinois, initié bien sûr par Duterte, le président philippin, depuis 2016, qui a viré de bord depuis par rapport à son prédécesseur Benigno Aquino, qui était derrière les États-Unis. Et donc voilà, quand il est question de sino-mondialisation maritime, le rôle des gardes-côtes, notamment aux Philippines, est intéressant. Et donc ce rapprochement doit être surveillé de près. Mais surtout, après, on peut faire, comme l'a fait Paul Touré, mais peut-être en zoomant sur le cas sud-est asiatique, ces initiatives, ces investissements en Asie du Sud-Est. C'est vrai qu'il y a pas mal de ports au nord de Mindanao pour évacuer toutes les mines de cuivre et de nickel, pour avoir des relations directes vers la Chine. Il y a cette île de Muara Besar à ou au, alors ça dépend, Brunei. J'ai eu la chance d'y aller en avril dernier. Et c'est vrai qu'il y a cette île. Voilà, c'est un quasi-abandon de souveraineté. Alors, mes élèves, étudiants, qui étaient des officiers, me disaient non, mais vous inquiétez pas, c'est sous contrôle. Quand c'est sous contrôle, il y a quand même 3 usines chinoises et une portion de souveraineté qui était abandonnée. Il y a eu ce cas de bâtiment de recherche hydrographique chinois identifié, repéré dans l'archipel indonésien. Et puis, fait gênant, ils ont coupé leur système d'identification automatique. C'était du côté du détroit de la Sonde. Au même moment, nos pêcheurs indonésiens récupéraient, vous voyez, les gros poissons, des drones identifiés comme chinois dans leur filet dans le détroit de Makassar. Donc, le détroit de Makassar, c'est entre Bornéo et Célèbes ou Sulawesi. Vous avez eu aussi, avec notamment quelqu'un qu'il faut connaître, Luhut, L-U-H-U-T, le ministre coordinateur pour les affaires maritimes et l'investissement. Il a rajouté l'investissement à son portefeuille, parce que tout est lié, et surtout parce qu'il est intermédiaire avec la Chine. Et donc, il a poussé à la mise en place d'un parc industriel à Bintan, qui est une île juste en face de Singapour, donc entrée du détroit de Malacca, entrée de mer de Chine d'un côté, et puis surtout, sous son initiative, vous avez eu la création du port de Kuala Tanjung, donc au nord de Medan, c'est à Sumatra. Luhut est de Medan, originaire de Medan, et donc avec des partenariats, je crois, néerlandais, mais aussi chinois. Singapour, l'air de rien, il y a une liaison directe maritime avec des ports du golfe du Tonkin, qui a été développé. L'idée, c'était de faciliter l'acheminement de marchandises de l'ouest de la Chine sans passer par le nord ou le Yangtze.
Et puis de deux, quand on parle Belt and Road Initiative, il y a peut-être aussi en parlant de logistique financière, on va dire, les 2/3 des projets tamponnés estampillés BRI en Asie du Sud-Est sont financés par des équipes de Singapour. Et 1/3 des investissements chinois étrangers passent aussi par Singapour. Donc Singapour a aussi ce rôle-là. Pour terminer le tour de la région, il y a eu ce projet aussi de transbordement Est-Ouest en Malaisie. Quand Mahathir, le Premier ministre, est revenu au pouvoir en 2018, il l'a mis en suspens, en veille. Et puis là, l'air de rien, petit à petit, quand même, le projet reprend avec donc un port, 2 ports de part et d'autre, et puis une liaison ferroviaire. La base au Cambodge, le think tank AMTI du CSIS à Washington nous abreuve de photos satellites, des constructions ou justement des aménagements à Réam. Et puis on a, en Kukyukyu, je ne sais pas comment on prononce, mais effectivement ce pipeline dont le commandant Edlin vient de parler, je voyais là, j'essayais de réactualiser un article récent qui en faisait toujours état. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, pour commenter tout ça, oui, donc l'Asie du Sud-Est, elle accueille avec enthousiasme tous ces projets. Alors, à avoir à l'esprit qu'on est dans une dynamique de hedging, c'est-à-dire diplomatique, c'est très important. C'est cette idée que les États d'Asie du Sud-Est veillent à répartir leurs risques, et notamment diplomatiques, aussi bien côté chinois que côté américain. Ils font partie du Regional Comprehensive Economic Partnership. Il y a un Free Trade Area aussi avec la Chine. Donc, l'Indonésie était ravie parce que son président a développé l'idée le projet de Poros Maritim Dunia, de pivot maritime mondial. Donc là, pour le coup, il pensait que ça pouvait être gagnant-gagnant. Moi, pour mon projet présidentiel, toi pour ta BRI, bon, ben, on peut s'entendre en développant des infrastructures maritimes. Brunei a besoin de main-d'œuvre. On connaît la sociologie très spéciale de cet État rentier. Besoin d'infrastructures aux Philippines, c'était le projet présidentiel Build, Build, Build. Donc là aussi, il pouvait y avoir convergence d'intérêts. Besoin de relance économique en Malaisie, sachant que juste avant les élections de 2018, le Premier ministre de l'époque, Najib, avait des gros soucis de corruption, donc il avait besoin de noyer le poisson et puis de se racheter une conduite, donc en accueillant des investissements étrangers. En Birmanie, étonnamment, le parti d'Aung San Suu Kyi poussait pour des partenariats avec la Chine. Elle était presque plus à même de négocier avec la Chine que la junte, qui, elle, historiquement, est très nationaliste et limite anti-chinoise. Donc, c'est vrai qu'on avait des… Alors, on m'avait raconté que quand même, il y avait USAID qui était pas loin derrière pour conseiller et chuchoter à l'oreille du prince ou de la princesse, mais pour éviter le piège de la dette. Mais toujours est-il que, donc, il y a eu des initiatives en Birmanie aussi. J'ai parlé de Luwut. Et puis, la proximité culturelle de Singapour, c'est le seul État où on a une majorité de Chinois, 74%. Il y a eu un sondage du Pew Research Center en juin, qui était repris par William Chung là, à Singapour. Parmi 17 économies avancées, les plus avancées dans le monde, Singapour est le pays qui a le plus d'opinions favorables à l'égard de la Chine, autour de 64-5%. Pour des pays comme Japon, Corée, Australie, on était entre 10, 15, 20%. Donc ça, c'est pour la masse de la population. Mais, et c'est là où vous me voyez venir, et c'est là où on va faire la bascule, et c'est là où justement je prends l'idée du wayang kulit, où on a une première vision du spectacle, du théâtre d'ombre, mais après, il est toujours bon d'aller voir derrière dans les coulisses ce qui s'y passe, et c'est ce qu'on va faire. Parce qu'à Singapour, quand on creuse un peu, l'élite, en revanche, ça c'est ICIS, l'Institut singapourien, chaque année, il publie un sondage parmi les élites. Et là, si vous interrogez les élites, très majoritairement, ils penchent plutôt côté américain. Alors, c'est pour ça que je me permets de soulever des interrogations. Parce que, par exemple, à l'île de Fuga, au nord des Philippines, on nous avait vendu, pareil, des investissements chinois. C'était merveilleux pour eux, pas loin de Taïwan. Il y avait une piste d'atterrissage non loin. Mais le problème, c'est quoi pour les Chinois, c'est que les autorités philippines sont intervenues. On dit non, c'est trop sensible, jamais de la vie. Idem, il y avait un chantier naval à prendre à Subic Bay après le départ des Sud-Coréens.
Alors là, pareil, on dit, les Chinois approchent, il y a des tentatives, mais là encore, il y a des mesures qui ont été prises pour dire, no way, pas de Chinois dans le chantier naval. Et puis, nos ports au nord de Mindanao, en creusant bien, et puis en interrogeant donc notamment Lucio Pinto, et puis cet institut très bon, la APFI, APPFI à Manille. C'est plus, comme disait Paul Touré, là, on est dans du pur business. C'est pour le business de la boîte, de l'entreprise, de la compagnie, que voilà, on a cette liaison directe, mais sans arrière-pensée géostratégique. Moirabessa, à Brunei ou au Brunei, on a atteint un seuil et la population maintenant n'accepte plus de main-d'œuvre chinoise ou d'abandon de souveraineté. Et là, on a atteint un seuil critique. Les facilités à Bintan, dont je parlais tout à l'heure, alors récemment, il y a 800, je crois, personnels chinois qui sont rentrés chez eux. Et puis finalement, c'est un parc industriel, mais qui fait de l'électronique, mais il n'y a rien de maritime. On nous avait parlé d'un port à Tanjung Sao, c'est entre Batam et Bintan. Ça devait être le rival de Singapour, mais bon, c'est pareil, on nous a vendu des rivaux de Singapour côté indonésien. Mais 3, 4, 5 ans plus tard, force est de constater qu'il n'y a plus rien. J'avais un ami ce matin au téléphone qui habite à Bintan et il me disait non, oublie. Et puis à Singapour aussi, on a une tension diplomatique inédite entre un peu ambiance émancipation, maturité, crise de milieu de vie, avait dit un ex-premier ministre singapourien d'ailleurs, vis-à-vis de la Chine, donc tension diplomatique vis-à-vis de la Chine, et donc Singapour n'est pas prêt à se laisser tout imposer par la Chine, bien au contraire. Et quand je parlais du corridor à travers la Malaisie, il y a eu un papier intéressant de Francis Hutchinson à ICIS, à Singapour, qui disait, c'est intéressant de voir comment, d'un côté, vous avez le port vers Kuantan, donc sur la côte orientale, tout se passe bien, ok, mais côté Malacca, alors là, pas du tout, et vous avez des acteurs locaux qui mettent des bâtons dans les roues, et donc le projet a du mal à aboutir. Le canal de Kra aussi, qui est revenu sur, pareil, qui revient de toutes les décennies. J'ai eu interrogé, c'est pour le coup un amiral même thaïlandais, et qui me disait oui, les élites du sud du pays sont pour, avec soutien chinois, qui fait du lobbying auprès d'anciens officiers haut placés. Mais si vous interrogez l'élite de Bangkok, jamais de la vie. Et donc c'est Prayut, le Premier ministre, qui voulait un peu booster son économie, mais le sujet devait passer devant une commission au Parlement, mais depuis, pas de nouvelles. Et la base au Cambodge, pareil, des amis qui habitent là-bas m'ont dit non, on ne voit rien venir, notamment Lenarit Chang, qui est un jeune leader sur place. Voilà, alors est-ce que peut-être des facilités plus tard qui permettraient, en tout cas, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors, je vais essayer de tout compacter, mais disons que je voulais synthétiser quelques incertitudes et réticences. Avec le petit carré noir, c'est plutôt côté chinois, puis avec le petit rond, c'est plutôt côté sud-est asiatique. Côté chinois, déjà, pour nuancer cette idée de sino-maritimisation, peut-être maritime, et puis orchestrée, centralisée, etc., ne pas oublier qu'on a des acteurs qui sont plus ou moins centraux, parfois même provinciaux. Je pense notamment au côté Asie du Sud-Est continental, avec la province du Yunnan, qui peut traiter directement sans passer par Pékin. Des acteurs plus ou moins publics, privés. Alors là, je ne suis pas du tout économiste, mais on m'avait fait comprendre qu'au sein des élites économiques à Pékin, voilà, ce n'était pas forcément en phase avec les élites politiques et que certains différents clans pouvaient pousser leurs propres pions. Alors, j'ai écouté un podcast là, récemment sur une reprise en main du pouvoir chinois sur l'économie. Mais est-ce que c'est effectif? Et puis, ce pouvoir chinois est justement divisé. Alors, il y a une reprise en main on l'a vu dans le domaine immobilier, là, récemment, sur les questions high-tech, là, Alibaba, etc. Sur le milieu maritime, je ne sais pas, je n'ai pas forcément l'impression. Des doutes aussi sur la qualité des productions chinoises. Et c'est là où les sud-est asiatiques peuvent, au-delà de la crainte du piège de la dette, qui est beaucoup discuté, mais vous voyez, la Chine a livré des Little Mission Ships et ils n'en étaient pas très satisfaits. Les centrales au charbon en Indonésie, ce n'est pas du maritime, mais c'est un exemple, ils n'en sont pas très satisfaits. Beaucoup de promesses ont été faites en Indonésie d'investissement, mais peu ont été tenues. Et puis, en fait, tout simplement, quand il est question de Belt and Road Initiative, quand on avait fait notre papier avec Delphine Alès, on avait du mal
listés, ils sont où ces projets maritimes? Et souvent, en fait, c'est des projets non maritimes. Et sur le transport, des voies ferroviaires à Mindanao, à Java, par exemple, production énergétique, des barrages, la Chico River à Luzon aux Philippines, et puis surtout insister sur les mines. Les mines, parce que c'est ce qui intéresse la bauxite en Indonésie, du côté de Kalimantan. Et puis même en Malaisie, on me racontait que voilà, par moment, il y a des endroits, non, s'il vous plaît, ici, passez, il n'y a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une mine avec des intérêts chinois. Confère les besoins dont on parlait dans la première intervention sur les besoins en matière première. Et puis surtout, toutes ces démarches qui répondent à des exigences du marché intérieur, peut-être d'un point de vue économique plus que stratégique. C'est en tout cas ce qui ressortait de ce fameux podcast sur la reprise en main effective ou pas du pouvoir. Et puis, côté sud-est asiatique, c'est pas si, j'allais dire, c'est pas si smooth que ça, c'est pas si fluide, si facile, si aisé, parce qu'on a des oppositions à l'échelle locale pour des questions électorales, simplement. Est-ce qu'on va accepter ou pas des investissements chinois? Parce que est-ce qu'on va accepter ou pas de la main-d'œuvre chinoise? En Indonésie, ça pose un vrai problème. Et donc, je renvoie aux travaux, non pas, donc Francis Hutchinson, j'en ai parlé, mais aussi Alvin Kamba, qui est basé aux États-Unis, mais qui travaille sur les Philippines, sur justement ces oppositions locales à ne pas négliger. Et puis même, je voyais un article récemment de la New People Army communiste aux Philippines, qui, elle, se livre aussi, alors on en parlait pareil pour Godard, hein, le Baloutchistan, mais où il y a des oppositions criminelles. Puis à l'échelle nationale aussi, il y a cette idée d'interdépendance asymétrique, c'est-à-dire même les pays qui apparaissent plus faibles peuvent finalement négocier vis-à-vis de la Chine en imposant un agenda, en imposant certaines règles, certaines législations, et puis aussi parce qu'il y a des élections à l'échelle nationale, considérer ce que pense la diaspora chinoise, qui parfois, étonnamment, ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de Chinois de la République populaire de Chine, parce qu'eux travaillent dans des petites et moyennes entreprises, alors que ça va être des grosses entreprises qui vont être favorisées. Il y a des ingérences aussi qui sont de moins en moins acceptées, des ambassadeurs de Chinois, de Chine populaire, qui viennent s'ingérer dans les débats internes. Puis il y a quand même tous ces harcèlements qui continuent vis-à-vis de l'Indonésie, au large des îles Natuna, fin 2009, début 2020, 2021, puis encore récemment, et puis au large de la Malaisie aussi, là, c'était tendu avec l'aviation et puis la réponse malaisienne. Donc voilà, donc dernier slide, hein, juste pour terminer dans les temps, mais donc en Asie du Sud-Est, on n'a pas de bandwagoning, c'est-à-dire de suivisme vis-à-vis des initiatives chinoises, aveuglément. On n'a pas de balancing non plus, hein. On n'est pas vent debout contre la Chine. Ce hedging dont je parlais au début, de moins en moins, parce que maintenant, on voit que le discours dans les Shangri-La dialogues, sommet de l'ASEAN, c'est on n'a pas envie de choisir, ne nous forcez pas à choisir. Et donc, vous en parliez dans l'introduction, là, les propositions que mettre sur la table. Eh bien, j'assistais à un séminaire récemment là, du CAPS, de l'ambassade de France à Singapour, de la RSIS à Singapour, sur ces possibles convergences doctrinales, diplomatiques, indonésienne, bébas actif, c'est-à-dire libre et actif, ou le gaulo-mitterrandisme peut-être, Phnom Penh 66 ou 67, je ne sais plus, etc. Puis cette troisième voie dont fait état un document du ministère des Affaires de l'Europe pour l'Europe et des Affaires étrangères français. Et c'est vrai qu'en termes de questions maritimes, la question de MDM, Maritime Domain Awareness, c'est essentiel. Et là, la France, il y a le MICA Center, ses officiers de liaison dans les IFC, Information Fusion Center, même l'Europe avec le projet Primario, et la France aussi avec son modèle AEM, Action de l'État en mer, a vraiment un rôle à jouer parce que dans cette gestion du trafic maritime, il y a la question des gardes-côtes et beaucoup de pays réfléchissent et l'action de l'État en mer peut être une des réponses. Alors après, je passe vite parce que toutes ces problématiques-là, qu'est-ce qu'on entend par cet aspect maritime? Il y a aussi, là on était à la surface, mais il y a aussi tout ce qui se passe sous la mer. On en a parlé rapidement avec cette idée de bastion, mais aussi de transfert de passage pour aller jusqu'à l'océan Indien. Les câbles sous-marins, il y avait eu de l'espionnage à Singapour pour les Occidentaux et Malaisie et Indonésie s'en étaient émus. Là, la Chine, je voyais via, c'est Camille Morel qui disait via le Pakistan, puis ensuite l'Afrique orientale, puis jusqu'à le Kenya et puis jusqu'à la France, des câbles parallèles. Il y a la gestion des détroits. Je voyais que
la Chine met en place des formations pour les opérateurs des VTS, parce que l'Indonésie voulait mieux gérer ces détroits, de la sonde et de Lombok, c'est bien. Genre, je suis chez moi, je maîtrise. Ah oui, mais si tu es formé par la Chine, bon. Et puis, effectivement, il y a le Vanuatu. Sur le Vanuatu, sur le Pacifique, je veux dire, le Vanuatu, pareil, pour avoir posé 2-3 questions, disons que j'attendrai de voir, parce qu'il y a eu Gwadar, là, il y a la base au Cambodge, donc les bases au Vanuatu, etc. Je pense que ce n'est pas pour tout de suite, mais effectivement, il faut être vigilant. Voilà, je vous remercie. Désolé pour les 2 petites minutes de bonus. Très bien, merci Monsieur Frécon. Alors, nous sommes désolés, nous avons un petit peu dépassé le temps qui était initialement prévu. Nous avons quand même néanmoins essayé de conserver un petit quart d'heure de questions-réponses. Effectivement, vos propos nous mettent en évidence le fait qu'effectivement, la Chine est un acteur majeur. Néanmoins, existe aussi des alternatives à la Chine dans ce contexte. Est-ce que M. Frécon, M. Cohen-Rudlin ou M. Touré ont des idées? Non, sur les alternatives, quoi, pour comme ça, mes collègues pourront le temps de réfléchir, mais comme j'avais terminé sur cette idée de troisième voie, alors peut-être pas en termes d'investissement maritime, portuaire, etc., mais oui, encore, je ne sais pas, CMA-CGM est quand même pas un acteur négligeable, notamment à Singapour, où ils ont investi des nouveaux terminaux portuaires, et puis même, je crois, à Tanjung Priok en Indonésie, à Jakarta. Mais non, en tout cas, en termes de Maritime Domain Awareness et de gestion du trafic maritime, là, l'Europe a clairement un rôle à jouer. Après, je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais que le projet Indo-Pacifique de l'Inde avait une composante clairement maritime aussi, celle présentée par Modi. Donc, je ne sais pas comment ça peut se traduire. Mais après, non, si la question se porte sur en termes, vous voulez dire, d'investissement, c'est ça, pour le développement portuaire ou de... En fait, les alternatives se situent à différents niveaux. Ça peut être aussi, ça peut concerner aussi bien les infrastructures portuaires que la protection des routes commerciales. Et dans ce cadre, dans quelle mesure est-ce que le Japon, qui est quand même de plus en plus impliqué, aussi bien avec l'Inde, mais peut-être demain avec Taïwan, par exemple, peut constituer une alternative à la présence chinoise sans devoir passer automatiquement par les États-Unis et la rivalité entre les deux superpuissances de la région? Le Japon est déjà très, très, très présent, effectivement, Philippines, même détroit de Malacca. Après, plus en termes d'aide et de soutien, de formation, dons de bateaux de patrouille, mais en termes d'infrastructure, je ne sais pas. Après, il y a toutes les autres, les banques asiatiques pour les infrastructures. Il y a les États-Unis aussi. Mais les problèmes des États-Unis, ils ont une approche vers l'Asie du Sud-Est. Alors, je ne sais pas pour le reste, mais très axé militaire. Alors, il y avait le Blue Dot, je crois, initiative, mais qui avait du mal à concurrencer avec les investissements chinois. Mais la tendance était au backlash, c'est-à-dire à la prise de conscience des acteurs, en l'occurrence sud-est asiatiques, comme quoi entre piège de la dette et puis promesses non tenues, il fallait peut-être aller voir ailleurs. Mais après, je laisse l'économiste maritime ou les experts. Moi, je crois plus au Japon. Alors d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays dans leur hostilité à la Chine qui préfèrent le Japon. Et je pense au Vietnam, hein, avec effectivement les investissements en termes d'industrie et dans le pays. Il peut y avoir aussi l'intérêt pour la construction navale. Alors aux Philippines ou encore une fois au Japon. Puis quand c'est marqué dans ma note de synthèse sur l'océan Indien, on a vu qu'avec le départ puisque les Chinois ont quasiment été exclus des projets portuaires au Sri Lanka, on a vu arriver les Japonais. Et on peut considérer, je me demande si dans les projets africains, le Japon a les moyens pratiquement aussi de construire sa propre stratégie, mais c'est toujours la même chose, hein, c'est de trouver et des banques et des entités ad hoc pour porter des développements portuaires. Il ne faut pas oublier que le Japon avait modernisé le VTS ou avait créé le VTS de Singapour, hein, Eric, tu me confirmes.
dans les années. Et c'est les Japonais qui ont construit le plus grand pont sur le canal de Suez, qui s'appelle le pont de l'amitié nippo-égyptienne. Donc il y a quand même les moyens, enfin, c'est une question du Japon, hein, de la volonté du Japon de construire aussi des stratégies indo-pacifiques où en fait on peut faire la même chose, hein. Les Japonais sont les voisins des Chinois, ils peuvent strictement faire la même chose, de faire du développement portuaire, faire de l'économie maritime. Après, il y a des compagnies maritimes. Est-ce que pour autant que les trois géants, le Big Three japonais, ira faire du développement portuaire? Oui, on le voit, il est en Afrique du Sud, il peut être justement au Sri Lanka, le terminal auto, ben, on sait qu'on a de toute façon les armements japonais. La question, c'est, encore une fois, on va faire de l'économie maritime et de la géopolitique. En économie maritime, c'est pas évident, mais le Japon, l'Inde, enfin le grand jeu, c'est je crois qu'effectivement, on est très focalisé. On le voit, l'Australie, l'Inde, le Japon, la Corée. Enfin, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui peuvent jouer sur cet échiquier. Notre monde moderne, pour terminer un peu la pensée que j'ai, hein, le monde moderne ressemble à celui de 1880. Il ne faut pas essayer de transposer, à mon avis, la guerre froide avec une nouvelle guerre froide entre un bloc occidental et la Chine. Non, la Chine participe de cette complexification du monde qui ressemble plus au monde de 1880. Alors évidemment, c'est pas facile. Personne d'entre nous a vécu 1880. On a tous plus ou moins vécu les années 50 parce que soit on l'a vécu physiquement, soit on en était imprégné par notre scolarité. Mais il faut sortir du cadre de la guerre froide. Le monde est redevenu, quand même en 1880, un monde complexe avec plusieurs acteurs. Et je renvoie sur la pensée que j'ai à Lisemar. Et en 1880, les relations commerciales et les tensions géopolitiques étaient pareilles, c'est-à-dire qu'on pouvait pas pouvoir encadrer l'Allemagne en 1905 à Agadir. Non, c'est pas Agadir, je ne me souviens plus l'incident où il est, évidemment pas Agadir. L'incident avec et en même temps avoir le premier partenaire commercial de la France qui était l'Allemagne. Ça va ensemble et je crois qu'il faut, c'est ce que doit faire à la fois la géopolitique et la géoéconomie maritime, c'est d'arriver à comprendre cette complexité et de bien relativiser. Le monde n'est pas une opposition, il est justement très complexe et la démonstration, ce qu'a fait Eric, je garde la parole, hein. La démonstration qu'a fait Eric, mais aussi ce qu'a fait le Kenya, la Tanzanie sur son port de Bayamoko, le projet ou le Sri Lanka, montre que rien n'est fixe, que les relations sont plutôt une multiplication de relations bilatérales avec un effet flipper dans les choses, plutôt qu'une logique de bloc qui mettrait les Occidentaux et les Chinois et un monde obligé de choisir. Enfin, c'est mon avis à la fois d'ex-géopoliticien dans ma formation et de maritimiste aujourd'hui. Mais juste pour compléter, c'est très vrai, mais en Indonésie, par exemple, c'est très compliqué. Quelle est la position de l'Indonésie? Vous avez l'UUT qui est pro-Chine, vous avez la marine qui est vent debout contre la Chine, mais après vous avez l'armée de terre, c'est différent, elle se soucie que de l'intérieur. Vous avez la ministre des Affaires étrangères, elle, c'est uniquement business. Vous avez le président qui devrait trancher, mais qui n'en a rien à faire des affaires étrangères et qui ne tranche pas. Donc, à chaque ministère, et même au sein des forces armées, vous avez différents points de vue. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Très compliqué, oui. Commandant, avez-vous une petite remarque? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Le micro qui n'est pas là. Bon, oui, excusez-moi. Bon, simplement, je crois que la Chine, elle a un problème, c'est qu'elle a besoin de développer de faire croître son PIB comme beaucoup de monde, mais elle a un problème important quand même de ce côté-là, c'est de désenclaver toutes ces provinces de l'Ouest. Donc pour ça, elle a fait un certain nombre de corridors pour pouvoir rejoindre la mer, hein, et pouvoir justement faire de l'économie à travers ces corridors. Donc, c'est un problème un petit peu spécifique qu'ils ont, parce qu'ils ont une vision mondiale, effectivement. Ça va plus loin, sans doute, que d'autres pays comme l'Indonésie ou la Malaisie. Voilà, donc, par ailleurs, elle propose toujours des affaires win-win avec les petits pays, et les petits pays s'en remettent rarement. Voilà, les problèmes sont plutôt là. Mais je suis d'accord avec la complexité du monde actuellement. Je ne pense pas non plus à une guerre froide du tout. Hein, la guerre froide, c'est mauvais pour les affaires. Non, je pensais plutôt au modèle américain. Mais je crois que ça reste le problème, c'est que la France, qui est une nation atlantique, et même si nous n'avons pas
que la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et du coup, notre pensée de la globalisation est faite sur ce modèle atlantique, c'est-à-dire d'une ouverture à l'espace océanique et sa maîtrise. Or, dans l'histoire et dans la géopolitique et la géoéconomie, tous nos adversaires ou nos partenaires ont eu des confrontations de leur espace et leur rapport à la mer qui a été complexe, que ce soit l'Allemagne, le Japon, la Chine aujourd'hui, la Russie dans toutes ses formes. Et c'est aussi là que notre grille de lecture est toujours un petit peu particulière. C'est-à-dire que nous sommes dans des économies ouvertes qui ont toujours plus ou moins maîtrisé le monde. Je pense au duo franco-britannique et américain depuis le XXe siècle, face à des États qui ont toujours été l'accès aux ressources, les routes maritimes, les relations complexes de voisinage. Forcément, quand on est à l'extrême ouest du monde, qu'on n'a quasiment pas de voisins et qu'on est au bord de la mer, c'est toujours, et c'est pour ça que j'appelle toujours à cette lecture de la complexité. Et effectivement, je ne pense pas tant à une guerre froide, mais les Américains nous obligent toujours à une espèce d'adversaire, et d'où la notion de troisième voie que nous devons avoir comme Européens, mais aussi que un certain nombre de blocs régionaux essayent d'avoir. Et aujourd'hui, une troisième voie, quand vous avez à la fois un discours américain, un discours européen, chinois et russe, ce n'est pas toujours facile. Très bien, merci. Nous avons la chance d'avoir l'ambassadeur Roux présent. Je pense qu'il souhaitait intervenir. Monsieur l'ambassadeur. Merci. Alors, je suis d'accord que le monde aujourd'hui ressemble beaucoup plus au 19e siècle, c'est-à-dire 1890, comme disait Paul Touret. Mais malheureusement, je me demande, c'est la guerre froide qui est plus dangereuse ou 1890? Parce que la guerre froide s'est terminée avec… on est entré dans quand même une temps qui n'a pas eu de guerre, mais après 1890, au début du XXe siècle, c'était la Première Guerre mondiale. Donc la complexité pour nous moi je représente Taïwan, le sentiment de la menace chinoise est beaucoup plus forte qu'on le pense ici en Europe. D'ailleurs, si nous ne parlons pas comment la France a été victime de l'affaire des sous-marins, j'ai un ami qui vit en Australie qui disait que selon un sondage, plus de la moitié des Australiens croient qu'il y aura peut-être une guerre contre la Chine. Donc la complexité de la région, je pense qu'il faut faire très attention, qu'est la sortie du 19e siècle. Et alors, d'une autre chose, je dois revenir à ce que Hugues Odin disait au début, ce qui contrôle la mer contrôle le monde. Moi, je pense que la Chine a clairement maintenant une ambition mondiale. Parce que si nous revenons un petit peu, si nous comprenons un petit peu les petits Chinois, comme on les enseigne l'histoire, vous devez savoir que la Chine aussi avait enseigné au 19e siècle, ils avaient perdu 3 millions de kilomètres carrés de territoire en faveur de la Chine. 3 millions. Et bien sûr, ce sont tous des territoires terrestres, y compris bien sûr la Mongolie extérieure à l'époque, comme il l'appelait, c'est 1,5 million. Mais la Chine revendique plus du tout tous ces territoires perdus du 19e siècle. Mais pour beaucoup de Chinois, c'était aussi une période de honte, parce qu'à l'époque, la Chine était un peu semi-colonisée. Par contre, la Chine maintenant met toutes ses ressources pour revendiquer Taïwan, pour revendiquer la mer de la Chine du Sud et même les îles Senkaku. Tous ces territoires sont des territoires maritimes. Moi, je pense que la Chine essaye il a appris les leçons, et s'ils sont surtout géopolitiques. Ils ont vu comment les Britanniques, les Américains ont pu devenir première puissance mondiale à l'époque en contrôlant les mers. Donc, l'ambition chinoise est clairement maritime, et c'est pour ça, tout à l'heure, on voyait le PowerPoint de Hugues Odin qui disait comment les Chinois maintenant investissent sur leur force maritime et maintenant devient même ont plus de bateaux de guerre que les Américains. Donc, je pense sur ce point-là, Taïwan, Japon sent clairement la menace chinoise et le monde devrait aussi le sentir. Cette ambition chinoise. Donc moi, je pense le danger, là, encore une fois, je reviens à tout ce que vous venez de dire, est-ce que le monde du 19e siècle était plus dangereux ou la période de la guerre froide? Surtout maintenant, avec une pensée du 19e siècle et avec des moyens nucléaires. Et moi, nous à Taïwan, nous inquiétons beaucoup de cette ambition chinoise. Voilà, c'est un petit peu ce que je veux faire comme petit commentaire, c'est-à-dire cette ambition chinoise de contrôler les mers est très claire. Voilà, merci. Merci, monsieur l'ambassadeur.
Tu coupes ton son. Excusez-nous. Écoutez, je vais remercier tous les participants, remercier nos 3 intervenants. De l'ordi. Merci, excusez-nous. Pour ces échanges absolument passionnants qui sont tout à fait complémentaires de ce que nous avions déjà évoqué au mois de juillet sur l'aspect plus géopolitique. On a eu là des échanges au carrefour de la géopolitique et de la géoéconomie. On a bien vu les regards différents ou pas forcément totalement divergents, mais parfois différents et avec des vraies grilles d'analyse différentes selon qu'on écoutait Paul Touret ou qu'on pouvait écouter Hugo Lin ou évidemment l'ambassadeur Wu qui représente Taïwan à Paris. Donc on voit évidemment que le sujet est complexe. Il est en tout cas, là où nous sommes tous d'accord, il est absolument majeur pour l'avenir du monde et l'avenir de la paix. Donc comprenez bien que nous continuerons à travailler sur ces sujets-là. Je l'ai dit en démarrant et je le redis en finissant, notre prochain travail dans le cadre du programme que pilote Laurent Amelot sera une note assez politique, assez originale sur des recommandations sur la politique chinoise de la France, puisque la France entre en période électorale et présidentielle et nous tâcherons d'apporter une contribution que j'espère originale et assez forte. Donc, nous vous ferons signe à ce moment-là. Ce sera en tout début d'année 2022. D'ici là, nous vous tiendrons informés. N'hésitez pas à lire et relire la note de Laurent donc, qui sort aujourd'hui et que nous allons diffuser largement dans les prochains jours. Nous mettrons en ligne dans quelques jours également la vidéo de cette conférence. Et je termine donc une nouvelle fois en remerciant Éric Frécon qui est à Singapour, Paul Touret à Saint-Nazaire et Hugo Lin à Poitiers. Comme ça, j'ai dit tout le monde, j'ai présenté tout le monde. Et merci encore à tous les participants de nous avoir suivis malgré les petites 10 minutes de retard. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci bien, au revoir. À très bientôt. Au revoir.